Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. On est ravis de vous retrouver pour la suite de notre relecture de la Chambre des Secrets, où l'on va retrouver un Harry qui a connu des meilleurs jours, on pourrait dire. Et oui, non seulement d'être sous le feu des projecteurs à cause du fourche-langue, notre pauvre Harry est tombé malgré lui sur les dernières victimes du monstre de la chambre, Nick quasi sans tête et Justin Finch-Fletcher. L'étau se resserre et on le retrouve donc accompagné de McGonagall, qui n'a d'autre choix que de l'emmener dans le bureau de Dumbledore en personne. Mais tout ça, ça ne va pas empêcher notre petite fouine préférée d'enfreindre le règlement et d'utiliser enfin le polynectar pour poursuivre leur enquête sur l'héritier de Serpentard. Et ça ne nous empêchera pas non plus de retrouver certains de vos hiboux dans la volière, comme d'habitude en fin de chapitre. Prête à rentrer pour la première fois dans le bureau du directeur ? C'est parti. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 12. Le polynectar. Le professeur McGonagall frappe à la porte du bureau qui s'ouvre d'elle-même, avant de laisser Harry seul attendre le directeur. Malgré le stress, Harry ne peut s'empêcher d'être émerveillé par le bureau dans lequel il vient de rentrer. C'est une grande pièce circulaire avec plein d'instruments posés sur des tables qui font des petits bruits. Partout au mur, les portraits d'anciens directeurs sont endormis. Harry remarque aussi un objet familier sur une étagère, le fameux choix-peau magique. Alors une idée vient à Harry. Pourquoi ne pas le remettre sur sa tête, histoire d'être sûr qu'il est bien un réel Gryffondor. Après avoir lancé un regard au tableau, il s'exécute. La petite voix du choix-peau se met alors à lui parler dans sa tête. L'objet comprend rapidement ce que Harry voudrait savoir. Il se rappelle que le choix de sa répartition a été difficile, mais il maintient ce qu'il a dit l'année dernière. Harry aurait eu parfaitement sa place à Serpentard. L'estomac noué et passablement énervé quand même, Harry repose le choix-peau sur l'étagère et il lui dit à voix haute qu'il se trompe. En détournant son attention du choix-peau, il aperçoit sur un perchoir en or un oiseau qui a l'air mal en point et qui lui évoque une dinde à moitié plumée. J'aime bien cette image. En caquettant, l'oiseau regarde Harry d'un air mauvais avec ses yeux vitreux. À la stupéfaction de Harry qui pousse un cri d'horreur, l'oiseau de Dumbledore se met soudainement à prendre feu. L'oiseau pousse à son tour un cri avant de finir en un petit tas de cendres sur le sol. La porte du bureau s'ouvre alors, et Dumbledore fait son apparition. Harry, paniqué, il tente de lui expliquer que son oiseau a pris feu et qu'il n'a rien pu faire. Mais Dumbledore ne semble pas en colère, au contraire, il sourit. Alors t'imagines quand même Dumbledore qui réagit genre « Quoi ? Pétrifier des nez moldus, ça te suffit pas ? En plus de ça, t'as mis le feu à mon perroquet ! Mais il est malade, ce gamin !» T'as un problème, t'as mal tourné comme les gobelins suceurs de sang. Virez Harry Potter. Potter ? Potter. Comme disait si bien à l'époque France 2. Et Valdemar. Voldemort. Mais non, calmement, Dumbledore explique à Harry que cela faisait quelque temps que l'oiseau n'allait pas bien et il lui a dit qu'il fallait faire quelque chose. Harry est stupéfait et ça fait pouffer de rire Dumbledore. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre comme conseil à quelqu'un qui va pas très bien. Immole-toi par le feu, ça ira mieux. Le directeur lui apprend que Fumsec est un phénix, et qu'au moment de leur mort, les phénix s'enflamment et renaissent ensuite de leurs cendres. Et effectivement, Harry voit bientôt un petit oisillon émerger des tas de cendres. Je me suis toujours posé une question, est-ce que un animagus, ça peut être une créature magique, comme un phénix ? Parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'exemple, contrairement au Patronus. Donc je sais pas si, est-ce que l'animal qui s'impose à soi, ça peut être une créature magique ou pas ? Ou comme un scout à pétard. Bah ouais, par exemple. Enfin, ça serait un peu dommage, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est une règle une ligne que J.K. Rowling ne franchit pas. Moi, je me suis demandé autre chose. Est-ce que les phénix... Est-ce que les phénix ont toujours la même âme quand ils se renouvellent à la fin de leur vie ? Est-ce qu'ils se souviennent de leur vie ? Bon, ok, c'est une créature. Mais est-ce qu'ils démarrent une toute nouvelle vie avec des nouveaux sentiments ? Ou est-ce qu'ils gardent la même âme, le même attachement à Dumbledore ? Ou est-ce que tout se renouvelle quand il renaît de ses cendres ? Je sais pas, je crois pas que ça soit expliqué. Non. Peut-être dans les Animaux Fantastiques, mais
J'ai l'impression quand même, enfin j'aurais une théorie comme ça, c'est que c'est le même phénix, c'est toujours Femsec, il a un nom, c'est toujours le même phénix. Par contre, de là à savoir est-ce qu'il se rappelle de toutes ces résurrections, parce que c'est des résurrections quelque part, C'est ça. Je sais pas. Peut-être qu'il s'en souvient pas et peut-être qu'il redevient à nouveau, il apprend à redevenir Femsec à chaque fois, je sais pas. C'est une bonne question. Mais surtout, en Animagus, j'ai l'impression que, je sais pas, moi j'aurais tendance à penser que non, c'est pas possible que ton Animagus, ça soit une créature magique, parce que sinon, ça te donne quand même des pouvoirs magiques. Je veux dire, du coup, ça voudrait dire que tu absorbes les pouvoirs de la créature dans laquelle tu transformes. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, si ton Animagus, c'est un phénix, ça voudrait dire que tu serais, entre guillemets, immortel, en fait. Et je pense que ça pose un paradoxe. Bah, je sais pas si tu peux être immortel, même si tu étais une créature magique. Parce qu'il y a toujours un fort lien entre ton humanité et puis la créature. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que l'humain pourrait mourir, mais la créature, l'animagus, subsister? Ben, justement, je pense que pour éviter de se poser ce genre de questions, il n'y a pas d'animagus créature. Enfin, tu vois, c'est que des animaux. Parce que, bah, je sais pas, par exemple, Sirius, il se transforme en chien. Son animagus, c'est un chien. Sirius, il est capable d'aboyer. Il sait aboyer. Donc du coup, si t'es un phénix, en soi, tu pourrais avoir les pouvoirs magiques. Exactement. Et je pense que ça peut pas marcher parce que sinon, ça te donne trop de pouvoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des créatures qui ont des énormes pouvoirs. Donc je sais pas. Mais par contre, et la question se pose pas trop pour les Patronus parce que ton Patronus, peu importe la forme qu'il a, ce n'est qu'une forme. Et oui, après t'as des formes plus ou moins sympathiques à adopter, quoi. Ouais, mais je veux dire, ça, j'ai pas l'impression que ça influe sur les capacités de ton Patronus. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit une belette ou que ça soit un dinosaure, ton Patronus, il va te servir à la même chose. Alors qu'un Animagus, bah non, parce que t'es dans son corps, quoi. Je sais pas. Et après, en Patronus, je disais qu'il y a des exemples, mais le seul exemple qui me vient en tête, c'est précisément Albus Dumbledore, dont le Patronus est un phénix. Je sais pas s'il y a d'autres exemples dans Harry Potter. J'ai l'impression que quand même la plupart du temps ce sont aussi des animaux et pas des créatures. Mais attends, est-ce que j'ai un mauvais souvenir ou pas? Parce que dans le dernier Animaux Fantastiques, il n'y a pas un phénix qui rejoint Croyance? Ouais, mais c'est un vrai phénix. Oui, c'est un vrai phénix, mais le phénix s'est attaché d'une manière particulière au Dumbledore, en fait. Donc, est-ce que c'est pas particulier que le phénix... Oui, je sais, un animal fantastique, c'est pas forcément dans le canon. Mais si jamais on rentre dans le canon avec les animaux fantastiques, ça signifierait que le phénix, ça a quand même un lien particulier avec les Dumbledore. Donc, encore une fois, le Patronus qui prend la forme d'un phénix pour Dumbledore, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde des sorciers. Ouais, peut-être que c'est exceptionnel. Mais est-ce que c'est exceptionnel au point que si Dumbledore était un animagus, est-ce qu'il serait lui-même un phénix, tu vois? Et dans quelle forme ça pourrait... Je sais pas. Peut-être qu'il pourrait repousser la magie comme ça. Après, non, je faisais une moue invisible pour nos auditeurs. Parce que moi, personnellement, je déteste la fin des Crimes de Grindelwald. Bah oui. J'ai absolument pas envie que Croyance soit un Dumbledore. Donc je suis plutôt de la team. On va voir, peut-être que c'est un gros mytho de Grindelwald et que... Parce que si on nous invente un frère caché de Dumbledore, ça va pas le faire. Voilà. je suis vraiment contre cette idée. On connaît même pas Ariana, pourquoi rajouter un frère? Ça peut peut-être être le fils de Dumbledore. On va attendre de voir. On va se calmer. Dumbledore est peut-être bi. Bah oui, il a peut-être eu un fils par le passé. Obligé d'être un frère. Hein. Ce qui me fait très peur avec les animaux fantastiques, c'est que tout est possible avec des personnages comme Dumbledore. Et t'as pas envie que tout soit possible avec ces personnages-là, t'as envie qu'ils restent dans ton headcanon et qu'ils en sortent pas. Et bon, on verra bien avec la suite de la saga. Dumbledore, justement, dit à Harry que c'est dommage qu'il ait découvert Femsec le jour de sa combustion parce que autrement c'est une magnifique créature rouge et or. Gryffondor. En plus de leur vie éternelle, Dumbledore explique que les phénix peuvent transporter des charges très lourdes, leurs larmes ont des grands pouvoirs de guérison et qu'ils sont très fidèles. Ces infos seront-elles importantes pour la suite? Un indice. Mais j'aime bien cette phrase, elle m'a fait rire parce qu'en fait, il balance tous les indices dans une seule et même phrase. Ouais, c'est débarrassé. Ça. Prenez note. Alors Marina, je te propose une petite pause encore, cette fois concernant l'étymologie du phénix en question.
et l'étymologie précisément de Fumsec. Ah, t'aimes bien l'étymologie. Celle-là est particulièrement intéressante. Est-ce que tu connais le nom original de Fumsec et d'où ça vient? Le nom original, le nom anglais? Le nom anglais, ouais. Parce que c'est une traduction, Fumsec. Je crois m'en souvenir, mais dans tous les cas, je vais pas le prononcer. Ok. Alors en fait, c'est intéressant parce que personnellement, j'admire pas mal le travail de traduction de Jean-François Ménard, je le trouve très très bon. Mais j'ai toujours eu quelques doutes quand même sur la traduction de Fawkes, parce que c'est Fawkes en anglais. F-A-W-K-E-S. Que j'aurais prononcé pas du tout comme ça. Fawkes. Et donc Fawkes est devenu Fumsec. Et Fumsec, bon déjà ça m'a toujours fait rire un peu. Ça me rappelle des souvenirs de fac et de vie étudiante. Mais par exemple, je dirais fume sec, moi, carrément. Fume sec. Moi, je dis fume sec, hein, je dis pas fume sec. Ouais, bah, j'ai tendance à angliciser. Ouais, fume sec. Oui, en plus, oui. Ouais, c'est fume sec, hein. Ouais, pour moi, ça fait un peu babos, tout ça. Mais bref, pour le coup, en fait, j'aurais trouvé ça intéressant de garder le nom original, qui est pas si imprononçable que ça, je trouve, qui est Fawkes, en fait. Mais bon, peut-être que Jean-François Ménard a considéré que les jeunes lecteurs... ou même les lecteurs français tout court, allaient avoir du mal à prononcer le mot. Bon. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, Fawkes? Pas du tout. Pas du tout? Ah, je suis sûr que tu sais. Parce que c'est pas une étymologie, je veux dire, au sens la racine latine, etc. Ça fait écho à quelqu'un qui a réellement existé, qui s'appelait Fawkes. Fawkes Mulder? Non. Alors les Anglais le connaissent beaucoup mieux, hein, sans doute, que les Français, parce que c'est un clin d'œil à Guy Fawkes, une figure célèbre de l'histoire de Grande-Bretagne, pour avoir tenté de faire exploser le palais de Westminster au début du XVIIe siècle. V pour Vendetta, ça te dit rien? V pour Vendetta? J'ai pas vu le film. Ah, t'as pas vu le film? Non. Tu connais pas Guy Fawkes? Enfin, ça t'évoque rien? Non. Ok. Alors... justement, donc le projet de cet homme-là, c'était de faire exploser de la poudre de canon sous la Chambre des Lords par une crypte secrète, en fait. C'est-à-dire, ils avaient découvert une crypte qui était en dessous de la Chambre des Lords, et en fait, Guy Fawkes était un spécialiste... Ça, c'est un fait historique. C'est un fait historique, okay. C'était un spécialiste des explosifs. Mais les autorités ont trouvé Fawkes avant qu'il puisse mettre le feu à ses explosifs. Il a été condamné à la pendaison, mais il s'est défenestré en sautant de l'échafaud le jour de son exécution. Et il demeure aujourd'hui encore l'icône de la conspiration des poudres en Angleterre, et qui est fêtée depuis 4 siècles maintenant, tous les 5 novembre. Donc le 5 novembre, en fait, c'est une espèce de 14 juillet en Angleterre. C'est-à-dire on tire des feux d'artifice, il y a des balles, des banquets. C'est leur célébration nationale à eux. C'est le 5 novembre. Attends, ils célèbrent le fait qu'un mec a essayé de mettre feu à la Chambre des Lords? Ils célèbrent le fait qu'il ait échoué. C'est l'échec, en fait, de Guy Fawkes, quoi. L'échec du complotisme, en fait. C'est l'échec, c'est ça. Du coup d'État. C'est ça. Ok, d'accord. En faisant tirer des vrais feux d'artifice, pour le coup. D'accord, ok. D'accord. Et dans ceux qui ont vu pour Vendetta s'en rappellent très bien, parce que c'est Remember the 5th of November. C'est un super film, faudrait que tu le vois. C'est donc pas là où est inspiré les masques des Anonymous? Ouais, c'est ça. En fait, le masque Anonymous, ça vient de là, parce que dans le film, c'est le masque de Guy Fawkes. Et justement, le rapprochement entre Fawkes et les phénix, c'est en fait le fait que les phénix prennent feu. Voilà. Même si, heureusement, je me suis fait cette réflexion, c'est bien que les phénix n'explosent pas comme de la poudre, quand même. Heureusement, oui. T'imagines, Harry voit le phénix exploser. Donc j'ai cité V pour Vendetta, mais il y a aussi un épisode de Sherlock qui fait référence à Guy Fawkes. Ça te dit peut-être plus quelque chose, là, non? Lequel? Je sais plus exactement, mais il y a un moment, il y a une référence dans une des affaires criminelles à Guy Fawkes. Benedict Cumberbatch. Ouais, superbe série britannique de Gatiss et Moffat, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Magnifique série, qui nous manque énormément. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que pour le coup, là, c'est pas J.K. Rowling qui s'amuse avec l'origine latine, par exemple, d'un mot, c'est vraiment, ça fait référence à une figure historique, Guy Fawkes. Eh bien, je me coucherai moins bête ce soir. Merci bien, monsieur. Alors, pour revenir au chapitre, l'incident avec le phénix a complètement évacué dans l'esprit de Harry la raison à la base qui l'a amené dans ce bureau. Il suffit d'un regard perçant de Dumbledore pour le lui rappeler. Mais avant que le directeur ait eu le temps d'ouvrir la bouche, la porte s'ouvre à la volée sur Hagrid, qui tient toujours le coq mort à la main.
Le géant s'exclame que ce n'est pas Harry le coupable, car il l'a croisé juste avant et qu'il n'aurait pas eu le temps de faire l'attaque. Dumbledore essaye à plusieurs reprises de prendre la parole, mais Hagrid est trop affolé. Le directeur parvient finalement à affirmer qu'il ne pense pas non plus que Harry soit le coupable. Embarrassé, Hagrid sort du bureau en laissant derrière lui des plumes de l'animal qu'il a secoué dans tous les sens. Pauvre coq. Pauvre coq, always remember. Avec un peu plus d'espoir, Harry demande à Dumbledore si c'est vrai qu'il ne le croit pas coupable. Dumbledore a l'air sombre, mais il confirme. Il demande néanmoins à Harry s'il y a quelque chose dont il voudrait lui parler. Harry, il sait pas quoi répondre à cette question. Il pense évidemment à ses soupçons sur Drago, au projet du polynectar, à l'étrange voix désincarnée et à son don maudit pour le fourche-langue. Bref, il y a beaucoup de choses dans l'esprit de Harry. Mais finalement, il répond à Dumbledore que non, il n'y a rien qui le tracasse. Alors on va voir plus tard que justement le secret, c'est un trait de caractère qu'il partage avec Tom Jedusor et perso j'aime bien ce type de connexion qu'il existe entre les deux, entre Harry et Voldemort. Mais pourquoi il garde le secret de Dumbledore ? Pourquoi il garde de secret certaines choses pour Dumbledore ? Alors que Dumbledore, il est jamais dans le jugement pour Harry en fait. Je pense que déjà là Harry il a 12 ans, il est jeune, très jeune, et il doit être encore très intimidé par Dumbledore. Tu vois, c'est pas du tout la relation qu'ils vont avoir dans Le Prince de Sang Mêlé, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, dans le premier livre, Harry, il voit quasiment pas Dumbledore de l'année, et ils ont juste une discussion à la fin, une fois que... Enfin, il y a le miroir du Rized, et puis il y a le briefing habituel à la fin. Mais Harry, il connaît pas tant que ça Dumbledore. Et c'est le plus grand sorcier de tous les temps. Je pense que ça reste un enfant de 12 ans qui est intimidé. Et je pense aussi que Harry, c'est dans son trait de caractère, il aime pas trop dévoiler ses sentiments, il aime pas montrer ses faiblesses, Harry. Tu vois, ça me rappelle que par exemple, quand il se fait torturer la main avec Ombrage, il le cache à Ron et Hermione, par exemple. Au lieu d'en parler directement. Tu vois, je pense que ça fait partie de lui, c'est un trait de son caractère. Comme c'était un trait de caractère de Tom Jedusor, mais pour des raisons beaucoup plus obscures. Évidemment, après l'agression de Justin et Nick quasi sans tête... non, on refera pas. Cette blague, parce qu'on en a peut-être saoulé certains auditeurs avec cette blague à répétition durant le dernier épisode. C'est Justin. Si vous n'avez pas encore écouté le précédent épisode pour comprendre. L'ambiance à Poudlard est donc paranoïaque. Les élèves sont particulièrement inquiets par rapport à Nick, et tout le monde se demande bien qui a pu pétrifier quelqu'un qui est déjà mort. Nous d'ailleurs on se demande encore en fait comment c'est possible cette histoire. Évidemment, la grande majorité d'entre eux s'est jetée pour réserver un retour par le Poudlard Express pour les vacances de Noël. De façon ironique, Ron fait remarquer qu'à ce rythme-là, il ne restera bientôt plus que Malfoy, Crabbe et Goyle pour fêter Noël avec eux. Je me suis posé une petite question quand même, il aurait pas été plus prudent que Hermione rentre chez elle pour les vacances, plutôt que de jouer les détectives polynectar. Ouais, c'est sûr. C'est un truc qu'ils en parlent jamais, enfin Harry il en parle, mais entre eux ils en discutent pas, tu vois, le fait que Hermione ça soit une Némoldue et qu'elle est en danger. Je sais pas, moi je me demande si en tant qu'ami je lui aurais pas dit tu veux pas rentrer pour les vacances de Noël. Ouais, mais ils sont un peu inconscients, ils ont l'enquête en tête, et puis je pense que ça va au-delà de la peur d'être victime du basilic. C'est des têtes brûlées. Ouais, c'est ça. Des Gryffondor quoi, comme toi. N'importe quoi. Bah t'es pas Gryffondor. Ah, j'ai cru une tête brûlée comme toi. Une tête brûlée parce que ce sont des Gryffondor comme toi. Ouais, je suis pas à ce point-là quand même. Non, t'es pas à ce point-là. Harry, lui, il est plutôt content de voir Poudlard se vider parce qu'il en a assez de voir tout le monde l'éviter comme s'il allait les attaquer d'un moment à l'autre. Distanciation sociale. C'est le début de la distanciation sociale. Alors attention, d'après l'Académie française, le terme n'est pas correct, on ne devrait pas dire distanciation sociale. On devrait dire quoi ? Bah je ne sais pas. Ah merci l'Académie française. Apparemment social ne pourrait pas être un adjectif de distanciation, enfin bref, je sais pas trop pourquoi, mais... Et je crois qu'il faut dire la Covid et pas le Covid. Ouais, je crois que maintenant c'est la Covid. Ouais, ça me fait rire. Les Québécois disent déjà la Covid, hein. Ils avaient raison depuis donc le départ. On suit déjà les Québécois. Parce que, évidemment, comme vous l'avez sans doute remarqué, Marina et moi avons une diction absolument parfaite. C'est pour ça que nous consultons régulièrement l'Académie française avant de sortir nos épisodes. Ah, la bonne vieille Académie française.
toujours moderne dans ses idées. On dit pas le cloud, on dit le nuage. Le nuage numérique. Est-ce que tu as transféré les fichiers dans le nuage? Fred et George, quant à eux, s'amusent de la situation en criant de faire attention à l'héritier de Serpentard lorsqu'ils le croisent dans les couloirs. En tant que préfet, évidemment, Percy ne trouve pas ça drôle, et Ginny non plus. Elle gémit et elle leur demande d'arrêter ce type de plaisanterie. Harry, lui, est rassuré en fait de voir que Fred et George, ils prennent pas au sérieux le fait qu'ils puissent être l'héritier de Serpentard. En plus, les blagues ne plaisent pas du tout à Drago, et Ron suggère que c'est parce qu'il brûle de dire que c'est lui le véritable héritier. Hermione leur assure que de toute façon, ils ne vont pas tarder à savoir si c'est vrai, puisque le polynectar est presque prêt. Le trimestre se termine et la neige recouvre bientôt le château. Ça y est, Harry, Hermione et les Weasley ont enfin toute la salle commune juste pour eux. Arthur et Molly en profitent de leur côté pour aller voir Bill en Égypte. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi Ginny et les jumeaux refusent d'aller voir leur frère en Égypte. Parce que je pense que c'est une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup l'occasion de partir en vacances. Et voyager en Égypte, ça peut être une super occasion. Enfin, ça m'a fait un peu tiquer, ça n'a aucune importance, mais ça m'a fait tiquer. C'est dommage. Ouais, c'est vrai, on peut se poser... Percy, il évoque le fait que, vu les attaques, il préfère être... Percy, oui, Ron, oui, mais les frères Weasley et Ginny, il n'y a vraiment aucune... Ginny, finalement, si, il y a peut-être une raison. Peut-être qu'elle est mise sous pression par le journal intime, en fait. Mais les jumeaux, finalement, pourquoi ? Ouais, les jumeaux, c'est pas trop expliqué, je crois pas. Après, ils sont peut-être dans l'âge rebelle ou partir en vacances avec leurs parents, c'est naze. Ouais. Naze. Expression inusitée depuis... depuis les années 2000. En tout cas, même si Ron avait pas le projet du polynectar, etc., je pense qu'il aurait pas eu le droit d'aller en Égypte à cause de la voiture volante et compagnie. Le matin de Noël, Hermione réveille de bonne heure Harry et Ron. Ron fait remarquer à Hermione qu'elle n'a rien à faire dans le dortoir des garçons. Hermione lui souhaite ironiquement un joyeux Noël à lui aussi. Mais bon, Ron, il a pas tout à fait tort sur ce point-là, je trouve, parce que on va apprendre plus tard qu'il y a des sortilèges qui empêchent les garçons de se rendre dans le dortoir des filles. Ça devient une espèce de toboggan s'ils essaient de monter les marches. Mais je vois pas pourquoi l'inverse est possible. Ouais. Est-ce que c'est pas du sexisme inversé, cette histoire ? Ouais, est-ce que dans l'esprit de J.K. Rowling, les garçons auraient de trop mauvaises intentions en allant dans le dortoir des filles, alors que les filles, pas forcément ? Alors que, pour avoir vécu 3 ans en internat en lycée, je peux vous dire que ce n'est pas à sens unique, ces histoires-là. Révélation. Eh oui. Tu as des choses à me dire ? Les filles, elles montent parfois dans le dortoir des garçons, et c'est pas pour leur souhaiter joyeux Noël, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour faire des exercices de baguette magique. Oh. Est-ce que ça va être garde montage ? Je sais pas si le CSA va garder ça. Le CSA du sorcier, bien sûr. Bah, faut bien s'exercer à pratiquer la magie. T'enfonces pas. Mais Hermione est venue leur annoncer que le polynectar est enfin prêt. Elle propose de passer à l'action dès ce soir. Au même moment, Edwige rentre par la fenêtre ouverte avec un petit paquet. Un petit paquet... Enfin, je me suis fait comprendre, tu vois. Voilà. Les auditeurs auront compris, évidemment. Visiblement, elle n'est plus fâchée envers Harry après l'aventure en voiture volante. Ton personnage préféré ? Le petit paquet en question contient bien évidemment le traditionnel cadeau pourri des Dursley. Et cette année, il s'agit d'un magnifique cure-dent accompagné d'une lettre lui demandant s'il est possible qu'il reste à l'école pour les vacances d'été aussi. Bon, je me répète, mais je comprendrai jamais pourquoi les Dursley offrent ces trucs pourris chaque année, sauf si J.K. l'explique un jour. Voilà. J'ai jamais trouvé de raison valable. Pour moi, c'est juste du comique un peu bizarre. Et puis, franchement, je me pose une question sur le processus psychologique des Dursley, parce que ça n'a aucune logique, en fait. On l'enferme avec des barreaux pour que, en gros, tu te rendes jamais plus à l'école, puis ensuite, une fois que t'es à l'école, on te demande si tu peux y rester pour toujours. Pour moi, il y a une incohérence là-dedans, je comprends pas. Ils sont idiots, d'accord, mais au point d'être illogique comme ça, c'est bizarre. Pour moi, c'est pour le comique, mais du coup, pour la cohérence, c'est pas génial, quoi, je trouve. Après, pour l'école... Non, c'est une fois qu'Harry est à la maison, ils veulent plus que la magie à faire dans leur vie, donc ils tentent de garder Harry chez eux pour évacuer tout ce mauvais souvenir de la magie. Mais en fin de compte, une fois qu'Harry est à l'école, ils disent « Non, finalement, c'est pas si mal, on est tranquille, si vous pouvez y rester pour toujours,
ça serait parfait. Mais en fait, ouais, je comprends qu'ils disent ça à Harry. Je comprends qu'ils lui demandent, ironiquement bien sûr, parce qu'ils doivent savoir que c'est pas possible, que est-ce que tu peux rester là-bas pour la vie parce que nous on t'aime pas. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ils mettent des barreaux à sa tête en lui disant tu ne retourneras jamais à Poudlard. Bah non, je veux dire, vous voulez vous en débarrasser de Harry. Vous l'avez que 2 mois dans l'année. Évidemment que vous voulez qu'il retourne à Poudlard. Je comprends pas pourquoi ils veulent le garder chez eux. Mais bon, ça c'est comme ça. Je pense que c'est je sais pas comment dire, mais le côté un peu cartoon qu'il y a chez J.K. Rowling parfois, où les Dursley ils sont caricaturés. Et du coup, il n'y a pas vraiment de logique parfois dans leurs décisions, mais c'est juste qu'il faut qu'ils soient le plus mauvais possible à chaque fois. Et donc, ils sont un peu caricaturés, et comme ils sont caricaturés, ils sont pas logiques, en fait, tu vois, c'est pas... De toute façon, Pétunia, elle sait que Harry doit rester quand même jusqu'à sa majorité dans la maison, pour que la protection dure, hein. Et si j'avais évoqué, je sais plus si c'était dans la fréquence ou pas, mais je soupçonne peut-être les Dursley d'être obligés par un quelconque sortilège de faire un cadeau chaque année à Harry. C'est le seul truc qui expliquerait pourquoi il leur envoie des brosses à cheveux et des cure-dents, quoi. Non, je pense que c'est juste pour abaisser psychologiquement, c'est la perversité. C'est horrible. Qui fait ça, quoi? Mais je pense que c'est Vernon qui a l'idée de faire ça, même pas Pétunia. Ouais. Bon, heureusement, c'est pas le seul cadeau de Harry, qui reçoit aussi des caramels durs par Hagrid, le livre Envol avec les canons par Ron, une plume d'aigle par Hermione et le traditionnel pull Weasley tricoté par Molly, qui lui en veut pas trop, visiblement. Alors moi je me demande si Ron c'est pas le genre de pote à offrir des cadeaux aux autres pour pouvoir en profiter lui-même, tu sais. Est-ce que c'est pas un livre qu'il voulait lire? Bah non, mais dans le chapitre c'est marqué il lui donne un livre. Enfin, moi je pensais que c'était qu'il lui offrait un livre qui lui appartenait déjà en fait. Possible. Parce que Ron il a pas forcément les moyens d'acheter un cadeau à Harry. En plus, il achète des cadeaux pour sa famille. Pour Harry, il a peut-être pas forcément les moyens. Moi j'avais interprété ça comme s'il lui donnait un de ses livres en fait en cadeau. Bien vu. Ce serait plus logique. Sans doute ça. Malgré le plan prévu le soir même, Harry, Ron et Hermione ne manquent pas pour autant le dîner de Noël dans la grande salle. La pièce est bien entendu magnifiquement décorée. Dumbledore chante des cantiques, accompagné notamment d'un Hagrid qui chante de plus en plus faux au fur et à mesure que le pichet de vin diminue. L'oncle gênant. Fred a ensorcelé le badge de préfet de Percy qui lit maintenant Benet à la place de préfet. Et même les moqueries de Drago à la table des Serpentards sur son pull n'atteignent pas Harry. Il tiendra bientôt sa revanche de toute façon. Après le dîner, Hermione entraîne les garçons hors de la salle pour leur expliquer le plan. Ils vont d'abord devoir récupérer quelques cheveux de Crabbe et Goyle. Pour ce faire, elle a ensorcelé 2 gâteaux d'un puissant somnifère. Ils n'ont qu'à s'assurer que les 2 Serpentards les trouvent sur leur chemin. Une fois endormis et les cheveux récupérés, ils les enfermeront dans un placard pour qu'ils ne sortent pas à leur réveil. Harry et Ron ont des sérieux doutes sur le plan, mais Hermione est catégorique. Ils ont besoin des cheveux pour le polynectar. Pour sa potion à elle, Hermione a déjà récupéré un cheveu de Millicent Bulstrode pendant sa bagarre au club de duel. Après ça, Hermione s'en va s'occuper des derniers préparatifs pour le polynectar, en laissant Harry et Ron gérer Crabbe et Goyle. Malgré leurs craintes, le plan se déroule exactement comme Hermione l'avait prévu. En sortant de la grande salle, Crabbe et Goyle dévorent les gâteaux laissés par Harry sur la rampe de l'escalier. Et un instant plus tard, ils s'effondrent au sol, profondément endormis. Mais c'est plus logique que dans le livre que dans le film. Dans le film, ils font léviter les gâteaux, comme ça dans les airs. Et donc du coup, ils paraissent encore plus benets qu'ils ne sont en fait. Parce que les 2 Crabbe et Goyle voient des gâteaux en lévitation, ils ne trouvent pas ça bizarre et les mangent. Alors que là, bon, sur la rampe d'escalier, c'est pas non plus hygiénique, mais ils se disent, quelqu'un les a laissés, je les mange. Ouais. Mais dans le film, c'est un peu moins logique. Je trouve que c'est un peu plus tiré par les cheveux. Ils sont encore plus idiots qu'ils le sont dans le livre. C'est ça. C'est vrai. Harry et Ron sortent alors de leur cachette pour traîner difficilement les 2 Serpentards dans un placard avant de leur arracher des cheveux et leur piquer leurs chaussures. C'est vraiment des criminels quand on y réfléchit, quand même. C'est clair. Les garçons retrouvent ensuite Hermione dans les toilettes de Mimi Géniard. En attendant, elle a aussi récupéré des robes plus grandes à la lingerie. La potion, quant à elle, ressemble à une vase épaisse qui bouillonne. Berk. Hermione leur indique que les effets dureront 1 heure. Il est désormais temps de mettre en action leur stratagème. Joignant les gestes à la parole, Hermione verse à coups de louche du polynectar dans les verres. Elle est la première du trio à ajouter, d'une main tremblante, le cheveu de Millicent Bulstrode. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le liquide se met à siffler comme une bouilloire. De l'écume apparaît, et enfin, le liquide prend une teinte jaunâtre.
Quant aux potions contenant les cheveux de Crabbe et Goyle, la première prend une couleur kaki et la seconde une teinte à l'allure boueuse. Faut avoir vraiment beaucoup de volonté pour avaler ce polynectar. À ton avis, ton polynectar à toi, il aurait quelle couleur? Noir comme mon âme. Et toi? Bleu comme l'océan et comme le ciel. Vert comme l'espoir. Vert comme fume sec. Sur le conseil avisé d'Harry, les amis se séparent chacun dans une cabine et à 3, ils décident d'avaler la potion. À 3, Harry avale la potion au goût de chou trop cuit. La couleur est horrible, le goût est horrible, mais si seulement ça pouvait s'arrêter là. Mais non, la transformation est horrible également. Ses entrailles se tortillent comme des serpents vivants, il ressent des sensations de brûlure dans son corps entier. La transformation lui donne l'impression de fondre comme du métal en fusion. Et étant donné que Goyle est bien plus corpulent que lui, tous ses membres s'étirent et s'épaississent. Puis d'un coup, les effets s'arrêtent. Harry revêt alors la robe de sorcier donnée par Hermione, ainsi que les chaussures volées au Goyle original. Alors qu'il est en train de regarder le reflet de Goyle dans le miroir, Ron, ou plutôt Crabbe, lui fait face. Il a le même réflexe qu'Harry, se regarder dans le miroir. Ça doit être étrange quand même, psychologiquement. Ça m'a fait penser à un truc qui n'a aucun rapport avec Harry Potter, mais à l'émission américaine où... Extreme Makeover. Où avec la chirurgie esthétique, ils refont complètement le visage d'une personne. Et en fait, dans le miroir, tu ne te reconnais plus, tu es vraiment une personne différente. Et je sais pas, ça m'a fait... psychologiquement, ça doit faire bizarre. Je pense à Barty Croughton Jr. qui a été sous l'effet du polynectar pendant quasiment 1 an, où tu deviens un peu plus fou que tu n'étais au départ, je pense, dans son cas. Chaque jour, tu te vois dans le miroir et tu vois une personne différente. Et en plus, tu te conduis comme une personne différente. Ouais, d'ailleurs, je crois que des candidats de cette émission américaine, là, sont tombés en dépression, etc., parce que ils se trouvaient plus beaux, mais en fait, ils se reconnaissaient pas dans la glace. Et ouais, je pense que oui, prendre du polynectar pendant X temps et t'habituer à un autre visage que le tien, je pense que c'est pas bon pour la psychologie, ça c'est sûr. Ouais, déconseillé, je pense. Ron frappe à la cabine d'Hermione, mais celle-ci lui dit de partir sans elle. Il la rassure en disant qu'ils sont au courant que Millicent est laide, mais que personne ne saura que c'est Hermione dans ce corps. Malgré tout, Hermione reste dans sa cabine. Elle leur rappelle qu'ils doivent se dépêcher, le temps leur est compté. En effet, 5 bonnes minutes se sont déjà écoulées. Après avoir prudemment quitté les toilettes, il ne leur reste plus qu'à trouver un moyen d'entrer dans la salle commune de Serpentard. Ça, petite faille au plan, tu vois. Ça va leur faire perdre du temps de chercher le mot de passe au dernier moment de la salle commune. Ouais, ils auraient pu faire du repérage quand même. Non, ouais. Ron indique à Harry l'entrée des cachots. Apparemment, les Serpentards viennent toujours de là quand ils vont prendre leur petit déjeuner. Et justement, à l'endroit désigné par Ron, une fille apparaît. Mais pas de chance pour Harry et Ron, c'est une serre d'aigle qui leur lance un regard soupçonneux. Et du coup, pendant ce passage-là, je me suis dit, mais les robes de sorciers avec les blasons et aux couleurs des maisons, c'est une invention des films. Parce que dans le livre, ils sont tous en noir, quoi. Parce que la preuve, c'est qu'ils reconnaissent pas une serre d'aigle, c'est-à-dire qu'ils doivent tous avoir des robes noires. Ah oui, je m'étais pas fait la réflexion, mais oui. Parce que si dans le film, ça peut pas se passer, ça. Enfin, tu reconnais, tu connais pas la personne, mais tu sais dans quelle maison elle est. Ah oui, il y a forcément son blason ou ses couleurs sur le col. Ouais, donc c'est une invention des films. Je pense, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, à Poudlard, dans les livres, ils ont juste des robes noires, et ça expliquerait aussi qu'ils puissent les acheter, parce qu'on a déjà eu ce débat, notamment dans le groupe, je crois. Je pense qu'ils les achètent ça chez Madame Guipure, par exemple, et en fait, ils n'ont pas besoin de les personnaliser, parce que précisément, je crois pas qu'elles soient personnalisées. Il y a des écharpes, ça c'est sûr. Ouais. Il doit y avoir des cravates aux couleurs des maisons, mais la cape reste la même, ouais, je pense. Ouais, c'est vrai. Les deux amis s'enfoncent alors encore plus profondément dans le labyrinthe des cachots de Poudlard. Après un quart d'heure de couloir désert, une silhouette sort d'un cachot. Mais c'est Percy. En le voyant, Ron oublie qu'il a l'apparence de Crabbe et lui demande ce qu'il fait là. Percy, sèchement, lui réplique que ça ne le regarde pas et leur ordonne de retourner dans leur dortoir. Et il leur rappelle qu'il est imprudent de se promener dans les couloirs déserts par les temps qui courent. Pourtant, c'est ce qu'il fait, lui répond Ron. Mais selon Percy, ce n'est pas lui qui risque de se faire attaquer. Alors, pourquoi Crabbe et Goyle sont de familles de sang pur aussi, entre guillemets. Donc je vois pas pourquoi ils ont moins de chances moins de risques de se faire attaquer que Percy lui-même. Ouais, je pense que Percy se donne
tellement d'importance que il se dit que l'héritier va pas s'attaquer à un préfet, tu vois. Le basilic ne va pas s'attaquer au préfet. Et je pense que ce que dit Malfoy juste après, il a raison. Je crois que Percy, c'est aussi pour ça qu'il reste à Noël, je pense qu'il veut attraper l'héritier de Serpentard et recevoir un prix spécial pour avoir attrapé justement l'élève en question, quoi. Je pense que je piétine sur ta partie, désolé. T'as répondu à la question que je pose. Une voix se fait entendre, et pour la première et sûrement pour la dernière fois de sa vie, Harry est content de voir Drago. Ce dernier les a cherchés partout. Et en apercevant Percy, il lui lance un regard glacial en lui lançant « Et toi, Weasley, qu'est-ce que tu fais là ?» Percy est bien sûr indigné par le comportement de Drago envers lui, mais surtout envers lui, un préfet. C'est clair que Malfoy, il a peur de rire. Pour lui, du moment que c'est un Weasley, préfet ou pas, aucun respect. Après, Percy, il aurait pu lui enlever des points. Hein. Oui, aussi. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a fait. Pas fait. Malfoy fait signe à Harry et Ron de le suivre. Drago leur explique que Percy, comme fait remarquer Ron, rôde dans les couloirs parce qu'il est persuadé qu'il va attraper l'héritier de Serpentard. Et toi, tu penses que c'est ça ? Pourquoi tu penses qu'il rôde dans les couloirs ? J'ai pas répondu. J'ai pas répondu du tout à la question. Non, ouais, je pense que oui, il a raison, Drago. Sur ce point-là, il a raison. Moi, j'imagine toujours Percy un peu comme un planqué, tu vois. J'ai du mal à croire qu'il ait le courage à faire face à l'héritier de Serpentard. Oh, ça reste un Gryffondor, hein, il doit être courageux. C'est un peu le planqué du ministère de la magie, tu vois. Ouais, il ambitionne d'attraper l'héritier, mais est-ce qu'il serait capable de le faire ? Clairement non, tu vois. Percy, je trouve qu'il a pas vraiment... Après, le personnage est pas assez développé, mais son ambition est quand même un peu ambition Serpentard, je trouve. Il est tellement ambitieux qu'il est prêt à mettre de côté sa famille pour prêter allégeance au ministère de la magie. Ouais, ça m'étonnerait pas que le Choixpeau ait hésité, comme Harry, entre Gryffondor et Serpentard. Parce qu'il est extrêmement ambitieux, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est ça. Donc, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il a une ascendance Serpentard très forte. Ouais, je pense qu'il y a qu'un pas entre Gryffondor et Serpentard, parfois. Ouais, Percy en est la preuve. Pettigrew en est une autre, etc. Le trio arrive devant un mur nu et humide. Une fois le mot de passe sang pur prononcé par Malfoy, une porte de pierre apparaît. Alors, je sais pas qui se charge d'inventer les mots de passe pour cette maison, mais le choix de sang pur me paraît un peu quand même limite. Surtout dans le contexte où il y a quand même l'héritier de Serpentard qui cherche à tuer ceux qui ne sont pas de sang pur. Je vois pas comment c'est possible non plus, mais bon, c'est assez choquant. Et c'est tellement raciste, même hors contexte héritier de Serpentard, ça me paraît raciste en fait dans le monde des sorciers de mettre sang pur. Alors je sais, sur Pottermore, c'est dit que le mot de passe est changé tous les 15 jours, mais j'ai pas trouvé qui changeait les mots de passe. Franchement, ça me choquerait même pas que ce soit Sirius Rogue, tu sais. C'est ce que je me suis dit. Mais ça se trouve, c'est les préfets ou les préfets en chef, je sais pas. En fait, peu importe qui le fait, c'est que ça n'arrive pas aux oreilles des autres et que ça soit pas interdit, tu vois, c'est ça qui est scandaleux. Mais ça montre bien quand même que Serpentard, ok, ils ne sont pas tous mauvais, mais la mentalité, elle est pas bonne quand même. L'esprit qui règne à Serpentard, il est pas bon non plus, il est un peu nocif. Ouais, carrément. Je crois qu'on en avait parlé, peut-être pas dans l'épisode précédent, mais un peu plus tôt. Et c'est vrai qu'il y a une tendance quand même à vachement diaboliser Serpentard, alors que je pense que il y avait peut-être moyen de mettre un peu de nuance dans les Serpentards, et en fait, dans la saga, ils sont quand même très très diabolisés, quoi. Leur mot de passe est sang pur. Je veux dire, ça choque personne à Serpentard que leur mot de passe soit sang pur, parce que chez Serpentard, il n'y a pas que des racistes, hein. Et je dirais même, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des nez moldus chez Serpentard ? J'espère que oui. Bah, j'en doute. Hein. Ouais, j'espère. J'en doute parce que le Choixpeau, il a quand même pris un peu de l'esprit de chaque fondateur pour trier dans les maisons. Ouais, mais on n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge et le Choixpeau, Serpentard, il aurait jamais voulu qu'un nez moldu soit à Serpentard. Je pense pas qu'il puisse être à Serpentard. Un nez moldu, c'est impossible. Après, le Choixpeau, il a, par la légilémancie, il a l'esprit des 4 fondateurs, mais il sait penser par lui-même aussi. Par exemple, la chanson, à chaque rentrée, c'est lui qui l'écrit. C'est ni Gryffondor, ni Serdaigle, ni machin. C'est le Choixpeau. Et je pense qu'il a une philosophie, le Choixpeau. Et j'imagine que quand même, on n'est plus au Moyen-Âge et que, je sais pas, j'espère en tout cas, que le Choixpeau pourrait mettre un nez moldu à Serpentard. Mais t'imagines un nez moldu
au milieu de Serpentard, au milieu de Drago Malfoy et ses amis. Ouais. Ça leur ferait du bien, peut-être. Un peu de diversité. Parce que c'est ça, t'as l'impression que tous les idiots et que tous les racistes, ils sont à Serpentard, tu vois. C'est un peu ça le problème. Alors que c'est certainement pas le cas. Bah, j'espère pas. J'espère pas, vu les gens qui... Étant donné qu'il y a beaucoup de gens de Potterhead qui se considèrent comme Serpentards. Encore heureux qu'il y ait Scorpius dans les... Voilà, c'est un des trucs bien dans l'Enfant Maudit. C'est assez rare pour le souligner, c'est que Scorpius, il fait du bien. Et puis Horace Slughorn avait apporté un peu autre chose aussi. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que très peu de nuances. Pour la première fois, Harry et Ron découvrent la salle commune de leur ennemi juré. Alors, est-ce que comment dans ta tête, à l'époque, tu avais imaginé la salle commune des Serpentards ? Est-ce que tu as gardé la description du livre ou est-ce que tu avais une toute autre idée de la salle commune ? Non, je crois que ça correspondait plus ou moins au film. Après, j'étais jeune, hein, donc La Chambre des Secrets, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma en ayant lu le livre d'abord. Et je crois que je l'imaginais un peu comme ça. En tout cas, je l'imagine... Là, quand je relis, j'imagine un peu la salle commune des films, je la trouve assez belle. Mais comme Gryffondor, en fait, je trouve qu'ils ont bien croqué la salle commune. Et toi ? Je m'en souviens plus du tout, sincèrement. Après, j'imaginais très sombre, un peu comme dans les films et dans les livres, mais j'ai pas de souvenir de l'avoir précisément imaginé dans ma tête. Je trouve que dans le film, ils ont bien réussi à faire la sensation que la chambre est vraiment sous le lac, tu vois. Il y a un aspect un peu verdâtre, un peu de l'eau verdâtre qui coule comme ça. Enfin, je sais pas, je la trouve assez stylée. En tout cas, dans le livre, la salle commune est décrite comme une longue pièce aux murs et au plafond composée de pierres brutes. Des lampes sont suspendues à des chaînes et le manteau de cheminée est gravé de figures compliquées. Drago dit à Ron et à Harry de l'attendre dans les fauteuils pendant qu'il va chercher quelque chose qui va les faire rire. Il revient un moment plus tard avec une coupure de journal dans les mains. Ron, en lisant l'article, écarquille les yeux de stupéfaction et le passe à Harry. L'article de la Gazette du Sorcier porte sur l'enquête dont fait l'objet Arthur Weasley après les mésaventures de la voiture ensorcelée. Lucius Malfoy, qui fait partie du conseil d'administration de Poudlard, a demandé la démission de Monsieur Weasley car selon lui, Weasley a terni la réputation du ministère, qu'il n'avait aucune compétence pour rédiger des projets de loi et que son ridicule acte de protection des Moldus devrait être immédiatement abandonné. Dans l'article, il est également mentionné que Madame Weasley avait menacé les envoyés spéciaux de la Gazette de lâcher la goule dans la famille sur eux s'ils ne décampaient pas très vite. Après cet article, je me suis posé la question, mais ça fait un moment que je me la pose au niveau de la goule. J'ai lu que ça pouvait être des animaux de compagnie, que les goules se trouvent souvent dans les greniers, il y avait des sortes de sociétés de sorciers qui pouvaient désinfecter entre guillemets les maisons de goules dans le grenier, mais j'ai du mal à m'imaginer ce qu'est une goule en fait. Ouais. Son utilité, qu'est-ce qu'elle fait exactement, pourquoi elle est dans le grenier. Celle des Weasley, elle a l'air assez inutile quand même. Mais oui, elle est dans le grenier. Elle fait des bruits bizarres et puis voilà quoi. Et elle est dans le grenier de son propre chef en fait. Ouais, puis c'est dit que Molly, elle aimerait troquer sa goule contre un elfe de maison qui là pourrait l'aider dans les tâches ménagères. Alors que la goule, à part faire du bruit, elle sert à rien. Elle va juste servir à Ron pour faire croire qu'il a l'éclabouille dans les reliques de la mort. Mais c'est étrange. À part ça, ouais, c'est étrange les goules. C'est pas très développé, mais justement. Non. Tu vois, quand t'entends qu'elle a menacé les journalistes de lâcher la goule, tu te dis, mais attends, ça fait quoi ? Est-ce que vraiment ça peut protéger la famille ? Est-ce qu'elle va courir après les journalistes, vraiment ou... Ouais, je sais pas, j'imagine. Et je pense qu'elle comprend quand même, elle a une conscience, parce que, là, je m'avance beaucoup, mais dans les reliques de la mort, quand Ron transforme la goule dans le chapitre La goule en pyjama, il lui demande si ça lui plairait d'aller dans la chambre, et elle dit oui. Ouais, donc, parce qu'il... Il lui donne des instructions, donc je pense que ça s'est communiqué. Hein. Douée de conscience, mais elle vit dans le grenier. Enfin, c'est une créature, elle n'est pas développée et ça me frustre parce que je comprends pas cette créature. Tu sais quoi, je suis sûr qu'il y a une fanfiction sur la goule des Weasley. Je te trouverai ça. Et si elle n'existe pas, je l'écrirai. Devant l'attente de réaction de Malfoy, Harry émet un rire sombre. Selon Drago, Arthur Weasley ferait mieux de casser sa baguette en deux et d'aller vivre avec les Moldus. La famille Weasley ne représente pas LA famille de sang pur.
Devant cette déclaration, le visage de Ron, donc de Crabbe, se crispe de fureur. Et pour ne pas créer de la méfiance chez Drago, il lui dit simplement qu'il a mal à l'estomac. Et Drago lui dit qu'il n'a qu'à aller à l'infirmerie, et en passant donner un coup de pied à ses sandbourbes. Et là, Malfoy continue à déverser son venin. Il dit que de toute façon, son père pense que la nomination de Dumbledore est ce qu'il est arrivé de pire à Poudlard. Un directeur digne de ce nom n'accepterait pas les moldus dans l'école, comme par exemple ce Crivet. Pour accompagner ses propos, Malfoy fait une imitation assez réussie quand même, selon Harry, de Colline. Mais devant l'absence de réaction de ses amis, Malfoy les regarde d'un drôle d'air. Ron et Harry se mettent à rire. Le retard dans leur réaction paraît satisfaire Drago. Crabbe et Goyle ne sont pas connus pour leur rapidité d'esprit. Et encore une fois, Drago il déverse son sel sur Harry. Harry qui, selon lui, s'il était un vrai sorcier, ne traînerait pas avec ce sandbourbe de Granger. Et en plus, certaines personnes pensent qu'il est l'héritier de Serpentard. Mais à la grande déception de Ron et Harry, Malfoy ne semble pas plus avancé qu'eux sur l'identité de l'héritier. Malgré tout, Harry creuse un peu. Mais non, Drago ne sait rien, son père ne veut rien lui dire à ce propos, sous peine d'éveiller les soupçons. Il sait juste qu'il y a 50 ans, la chambre des secrets a été ouverte, et qu'un moldu est décédé. Il ne sait pas qui a ouvert la chambre à l'époque, mais il sait seulement que cette personne a été renvoyée d'école, et qu'à l'heure actuelle, elle est sûrement encore à Azkaban. Devant l'interrogation de Harry, Drago lui précise que c'est la prison des sorciers. Le père de Drago lui a conseillé de se la jouer discret, parce qu'en plus, le manoir a fait l'objet d'une perquisition. Mais le ministère n'a rien trouvé car les Malfoy, eux aussi, ont une chambre secrète sous le parquet du grand salon. À la suite de l'exclamation de Ron, Harry et Drago le regardent. Il est rouge, mais le problème c'est que ses cheveux rougissent aussi. L'heure est presque écoulée. Au vu de l'expression de Ron, Harry commence aussi à redevenir lui-même. Les deux amis se lèvent d'un bond sous prétexte d'aller soigner l'estomac de Ron. Au pas de course, ils rejoignent le placard où ils ont laissé Crabbe et Goyle pour jeter à la porte leurs chaussures devenues trop grandes. Une fois les toilettes de Mimi et Géniard atteintes, Ron conclut que même s'ils ne savent toujours pas qui est l'héritier de Serpentard, ils ont quand même appris qu'il se cache quelque chose sous le plancher des Malfoy. Et on ne doute pas que M. Weasley sera très heureux de l'apprendre. Ron frappe à la cabine d'Hermione. Ils avaient plein de choses à lui raconter, mais la petite voix d'Hermione leur dit de ficher le camp. À défaut d'Hermione, c'est Mimi Géniard qui sort de la cabine d'un air extrêmement réjoui. Hermione déverrouille alors la porte. Elle ne montre pas tout de suite son visage qu'elle cache dans un pan de sa robe en sanglotant. Mais quand elle le dévoile, Ron a un réflexe de recul. Ce n'était pas un cheveu qu'elle a mis plus tôt dans sa potion, mais un poil de chat. Et il s'avère que la potion est contre-indiquée pour les métamorphoses animales. D'un ton joyeux, Mimi en rajoute une couche en disant que tout le monde allait se moquer d'elle, que ça allait être atroce. Mais Harry, rassurant, lui dit qu'ils vont l'emmener à l'infirmerie. Madame Pomme-Fraîche ne pose jamais beaucoup de questions. Après de longues minutes, Hermione accepte de sortir de la cabine pour aller à l'infirmerie. Leur sortie des toilettes est accompagnée du rire joyeux de Mimi et Géniard. Après tout, on va bien rigoler quand tout le monde va s'apercevoir qu'Hermione a une queue. Merci Marina pour ce chapitre. Merci Jérémy. You're welcome. On passe tout de suite à la rubrique renommage plus personnage préféré. Si tu devais renommer le chapitre, comment tu ferais, Marina ? Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 12, mystère et boule de poil. Oh. Et toi, comment as-tu renommé ce chapitre ? Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 12, le Bully Nectar. Parce que je trouve qu'il bully pas mal, tu vois. Enfin, genre... C'est ça ? Hein ? Tu penses qu'il bully Crabbe et Goyle ? Bah attends, ils leur mettent un somnifère, oui, ils leur piquent leurs chaussures et les enferment dans un placard. C'est horrible. Encore Hermione, son plan c'était assez soft parce que Millicent Bulstrode est rentrée pendant les vacances de Noël. Et elle dit qu'elle dira « je suis rentrée finalement ». Voilà, mais Crabbe et Goyle, c'est quand même assez violent. Donc j'appellerais ça le Bully Nectar. Pas mal. Et si tu devais choisir un personnage pour ce chapitre ? J'ai choisi Hermione, parce que le plan repose sur ses épaules. Malgré qu'elle soit en 2e année, elle a réussi à faire du polynectar toute seule, enfin déjà à trouver l'idée du polynectar, et puis l'idée qu'elle réussisse à le concocter parfaitement, malgré le poil de chat,
Ça montre son intelligence et ses talents extraordinaires de sorcière. Et en fait, sans elle, ils n'auraient pas pu apprendre ce qu'ils n'ont rien appris, en fait. Mais ils n'auraient pas pu aller dans la salle commune et faire ce plan, finalement. Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit même le jour de Noël, alors qu'ils savent qu'ils vont faire le plan le soir même, ils sont un peu penauds, ils savent même pas ce qu'ils vont faire. C'est Hermione qui leur explique à la dernière minute, bon, maintenant vous allez faire ça, 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 et Crabbe-et-Goyle. Tu sais, ils se reposent vachement sur Hermione, quoi. Et ouais, non, je suis d'accord. Même si le poil de chat, ça aurait pu être évité quand même. Ouais, mais elle pouvait pas savoir. Et toi ? Moi, j'ai choisi Fred et George, parce que j'aime bien le fait qu'ils se moquent de la situation, ils apportent un peu d'humour, alors que l'ambiance est assez sombre. Un peu de légèreté dans ce contexte. Ouais, et je pense qu'ils font du bien à Harry pour ça. Et je crois qu'il est temps de passer à vos hiboux. On va commencer par un premier hibou sonore de Louison. Salut Jérémy et Marina. J'ai profité du confinement pour entamer une relecture de la saga et j'en suis au début de l'Ordre du Phénix. Je me pose une question sur la vitesse à laquelle les chouettes apportent le courrier à leur destinataire. Par exemple, donc au début de l'Ordre du Phénix, après que Harry et Dudley aient fait face aux détraqueurs à Private Drive, Harry et les Dursley reçoivent 5 chouettes qui leur apportent du courrier. Il y a d'abord Harry qui reçoit 2 lettres du ministère, une lettre d'Arthur et une de Sirius. Et vient ensuite la beuglante de Dumbledore pour la tante Pétunia. Toutes ces lettres, elles ont a priori été envoyées de Londres vers Private Drive dans le Surrey. Et c'est une région qui est proche de Londres. Donc je peux comprendre que les lettres arrivent vite, mais les chouettes me paraissent quand même hyper rapides. Pour les lettres du ministère d'Arthur et de Sirius, il y a quand même un peu de temps qui s'écoule avant que la lettre n'arrive, mais la beuglante de Dumbledore, elle va vraiment vite. Harry, il a à peine le temps de se rendre compte qu'il ne doit pas partir de chez les Dursley, contrairement à ce que Vernon lui ordonne, que la chouette avec la beuglante arrive déjà. Et ça me paraît vraiment court pour parcourir cette distance. Du coup, je me demande si un détail m'a échappé. Est-ce que Dumbledore, il a anticipé sa beuglante, parce qu'on sait que Dumbledore est très mystérieux sur plein de points. Sinon, continuez comme ça, votre travail est super, j'aime beaucoup vous écouter. Merci Louison de ton hibou. Alors, je t'avoue que moi aussi, je me suis posé la question durant mes relectures pendant ces 2 derniers mois. Hélas, on n'a pas de réponse à apporter. J'y réfléchis et je vois pas de réponse. Est-ce qu'il existe un hibou express si tu payes 10 € pour livrer ta lettre et il avance beaucoup plus vite? Ouais, ou des hiboux qui se téléportent un peu, je sais pas, par la magie. Est-ce qu'ils auraient des pouvoirs magiques? C'est possible. Mais justement, j'ai envie de dire que ta bouche, c'est magique. C'est un peu le TGCM. En fait, avec la magie, tout est possible. Donc, si on veut que le hibou arrive, je pense que Rowling, elle se pose pas trop la question. De toute façon, en soi, des hiboux qui apportent des lettres, voilà. De base, c'est pas crédible. Donc après, le temps que ça met, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est quasiment instantané. Hein, ouais, c'est quasiment instantané. Ouais. Non, mais c'est vrai que en même temps, si les lois de la physique étaient respectées, je pense qu'on serait pas sorti de l'auberge parce que même de Londres au Dursley, il faudrait attendre pas mal de temps à vol de hibou pour recevoir une lettre. Donc je pense qu'il y a de la magie qui rentre en compte. Comment elle rentre en compte, je ne sais pas. On espère que cette non-réponse te convient, Louison. On passe tout de suite au hibou sonore de Philippine. Salut Marina et Jérémy, voilà, c'est encore Philippine. Je voulais vraiment vous remercier pour l'attention que vous avez portée à mon message la dernière fois sur la théorie. Voilà, je voulais vous poser une question. En fait, je me demandais comment ça se fait que Dumbledore ait battu Grindelwald alors que Grindelwald possédait la baguette de Suro. Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. C'est mon frère qui m'a posé cette question, mon petit frère, quand je lui ai raconté l'histoire de la baguette de Suro et je savais pas quoi lui répondre. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez une réponse à ça. Je voulais aussi beaucoup vous remercier pour tout simplement les podcasts que vous faites chaque semaine, que j'écoute en faisant de la peinture. Et franchement, c'est hyper apaisant, c'est super d'apprendre plein de trucs sur Harry Potter. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. J'espère que vous allez continuer parce que c'est vraiment super. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippine. J'ai envie de te dire, on va apprendre ça dans quelques années dans Les Animaux Fantastiques 5. Ou 18. Mais parce qu'on sait que le dernier film se terminera sur
le duel entre Dumbledore et Grindelwald en 1945. Alors après, sur les tenants et les aboutissants de ce duel, ça sera dans le film. Ça, on en est presque sûr. Après, sur la théorie, on va dire, moi, il n'y a rien qui me choque trop parce que, je le répète assez souvent, mais finalement, les reliques ne sont que des artefacts. C'est-à-dire que la baguette de Suro, c'est certes, sans doute, la baguette la plus puissante qui ait jamais été fabriquée, mais c'est pas non plus une baguette qui a été créée par la mort. Ça, c'est une légende, ça fait partie du conte de Biddle, mais la vérité, c'est que c'est certainement un des frères Pivrel qui a créé cet artefact-là parmi les deux autres. Donc je pense pas que la baguette soit invincible, parce que si on a un mauvais sorcier, même si on a la baguette la plus puissante du monde entre les mains, bah je pense qu'on peut gagner la baguette. Et je dis pas que Grindelwald est pas puissant, au contraire, hein, c'est un très grand sorcier, hein. Mais après il suffit pas, voilà, d'avoir la baguette la plus puissante du monde pour être un grand sorcier. Et je pense que Dumbledore, par la ruse, par la force magique, parvient à vaincre Grindelwald malgré le fait qu'il possède la baguette. Donc voilà, et puis c'est pour ça aussi que la baguette, au fil de son histoire, est passée de main en main et il y a eu des combats et que son histoire est sanglante parce que précisément, si on pouvait pas vaincre celui qui possédait la baguette, la baguette aurait très peu d'histoire, pardon. Et en fait, ça ne serait que quelque chose d'héréditaire, comme la cape d'invisibilité. Or, c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que justement, les sorciers qui sont avides de pouvoir font l'erreur de penser qu'une fois qu'ils ont la baguette, ils seront invincibles. Mais non, l'histoire raconte qu'ils se font tous zigouiller par d'autres qui veulent la baguette, en fait. Donc pour Dumbledore Grindelwald, c'est un petit peu différent, parce que Dumbledore ne cherchait pas le pouvoir de la baguette. Enfin, il l'a cherché, mais je pense qu'en 45, au moment où il la récupère, il a changé. Enfin, bon, j'espère. Enfin, en tout cas, dès les années 20, il est plus le même. Donc, en 45, c'est plus ou moins le Dumbledore qu'on connaît dans la saga Harry Potter. Il veut pas s'accaparer de la baguette de Suro. Je pense juste que c'est un meilleur sorcier et que il a été plus malin et plus puissant que Grindelwald et voilà. Mais on verra ça dans le film. Oui, surtout que normalement, il y a une sorte de pacte de sang qui, inclut le fait qu'ils ne peuvent pas se combattre. Et on verra surtout comment ils ont réussi à combattre en duel malgré ce pacte de sang. Ça, je soupçonne que ça va être dans le 3e film et qu'ils vont résoudre ça assez rapidement. Mais je sais pas. Ou alors, ça sera un fil rouge jusqu'à la fin. Mais oui, il faudra forcément mettre fin à ce pacte de sang. Comment ? Je ne sais pas. Désormais, nous passons au hibou de Sandrine. Bonjour, la fréquence 9-3/4. J'ai une question pour vous. En pleine relecture du tome 4, La Coupe de Feu, dans le premier chapitre, il me semble que Voldemort parle de Nagini en disant « Il faut le traire, le nourrir », comme si c'était un serpent au masculin. Mais la rumeur et les nouveaux films nous font comprendre que son serpent serait un animagus et surtout une femme par le passé. Aurais-je mal compris quelque chose ou il y a eu une confusion dans les livres ? Continuez à faire ce que vous faites, c'est juste génial. Alors, personnellement, peut-être que Jérémy ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'à l'époque, J.K. Rowling, elle n'avait pas eu en tête l'histoire de Nagini, qui est une femme malédictus, donc en fait, c'est-à-dire qu'elle est atteinte d'une malédiction de sang, et cette malédiction a fini par la transformer pour toujours en serpent. Du coup, à l'époque de la Coupe de Feu, je pense que J.K. n'avait en tête que le serpent en tant qu'animal, bien sûr, avec un certain lien particulier avec Voldemort, mais que du coup elle disait parce qu'elle pensait que le serpent était un mâle, ou tout simplement parce qu'elle en parlait au masculin, car elle pensait à l'animal et non au genre en fait. Mais je pense pas qu'à l'époque de la Coupe de Feu, elle ait réfléchi à l'histoire de Nagini, au fait que ce soit une femme malédictus par le passé. Non, mais même moi j'ai des doutes là-dessus. Hein. Enfin, ouais. Ça me paraît quand même vraiment... Je sais pas le mot. Non, mais je pense... Tiré par les cheveux. Je pense que... Elle a dit que c'était quelque chose que depuis le départ et que ça fait une 20aine d'années qu'elle a ça en tête. On la croit ou pas, c'est vrai que là, bon... Mais après, j'ai envie de dire peu importe parce que ça change rien au livre Harry Potter. Mais, pas vraiment. Par contre, là où je sais pas, j'apporterais peut-être cette précision, mais je me trompe.
peut-être, j'espère pas. Pour moi, Nagini, elle a toujours été une femelle, même dans les livres. C'est-à-dire, au-delà du fait que ça soit une malédictus, pour moi, Nagini, ça a toujours été une femelle. Et je pense... Alors, dans l'extrait en question, au début de la Coupe de Feu, j'ai pas trouvé, dans le livre français, un moment où Voldemort dit « le ». Parce que Nagini arrive à la toute fin, Frank Bryce voit le serpent arriver et c'est le serpent qui dit il y a un moldu qui écoute, et en fait il y a pas de pronom, il y a pas le, il y a pas la. Donc mais après j'ai pas cherché dans toute la Coupe de Feu et dans tous les autres livres s'il y a un moment il y a Voldemort qui dit le serpent. Enfin, après même s'il dit le, je pense parce que il parle du serpent et du coup le serpent c'est masculin et c'est un serpent. Enfin, ça peut être une femelle, c'est un serpent. Et rappelons que traire un serpent, c'est extraire le venin de ses crocs. Ah oui, alors ça aussi c'est important. Et que le serpent n'a pas des petites mamelles que l'on traite. Ça c'est important parce que du fait qu'on ait appris que c'était une humaine à la base, effectivement, traire un animal qui était une humaine, c'était un peu bizarre, mais non, trait par les crocs, donc ça, il n'y a pas trop de problème, ça change pas grand-chose. Après, je sais pas, je me trompe peut-être à vérifier dans les livres, mais pour moi, malédictus ou pas, on ne sait pas. J.K. Rowling a dit que oui, mais finalement ça change pas grand-chose. Par contre, dans les livres, Nagini est une femelle. Hein. Enfin, pour moi c'est, mais j'ai pas la preuve. Mais pour moi c'est une femelle et il y a un moment c'est dit quoi. Mais je me trompe peut-être. Désolé, j'ai pas dans le temps de préparation de l'émission, j'ai pas eu le temps d'écumer tous les bouquins, mais on cherchera. Et puis si vous avez l'élément qui affirme ou contredit ce que je dis, n'hésitez pas à nous le partager. Les animaux fantastiques nous ont pas appris que Nagini était une femelle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les animaux fantastiques nous ont appris que c'était une malédictus, mais pas que c'était une femelle. À la base, quoi. C'est surtout ça qui est choquant. Bah, c'est surtout le fait que on peut se poser la question, et encore une fois, la question inutile pour moi, c'est est-ce que Voldemort savait que c'était une malédictus? Est-ce qu'il a senti la malédictus en Nagini? Et s'il l'a senti, est-ce que ça pose pas un problème de morale par rapport à ce qu'il fait de Nagini, d'en faire un Horcrux, de l'utiliser comme un objet alors que c'est une sorcière? Ça pose plein de questions. Et puis même comment ils se sont rencontrés, comment il l'a servi. Est-ce que du coup ça explique leur lien spécial? Ça pose beaucoup de nouvelles questions et peut-être de nouvelles questions inutiles. Le fait d'en avoir fait une humaine. C'est le problème peut-être des animaux fantastiques, de poser des questions sur des trucs qu'on sait déjà et sur lesquels on n'a pas forcément besoin de revenir, comme l'enfant maudit. On n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus. Bref. Mais en tout cas, c'est intéressant et affaire à suivre. Donc sur Nagini femelle, je me trompe peut-être, mais pour moi, dans les livres, c'était déjà acquis que c'était une femelle. Ah ouais? À vérifier. J'ai aucun souvenir de ça. Mais bon, on verra ce que les auditeurs... Je suis pas 100% certain de moi et la preuve reste à trouver. Un prochain hibou de Naé. Je me demandais dans le tome 1, quand Hagrid vient chercher Harry à la cabane, ils partent avec la barque, mais alors comment les Dursley font pour repartir? Ouais, cette question me fait rire, parce que c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais c'est un peu méchant, quoi. Après, est-ce qu'ils l'ont pas cherché, honnêtement? Si, un peu. Ils ont lancé une fusée de détresse. Mais c'est vrai Ils ont lancé tous les cris et les SOS. C'est vrai qu'on est en 91, 90, et il n'y a pas de téléphone portable. Ils auraient pu mourir, en fait. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, tu vois, de les laisser? Ils ont aucune nourriture, ils ont pas d'eau. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question, Naé. Est-ce que c'était pas inconscient de leur part de faire ça? Peut-être. Et en même temps, ils l'ont bien cherché. Ensuite, nous passons au hibou de Clara. J'ai entendu dans une émission de France Culture quelqu'un dire que Pétunia avait de la magie, mais que Dumbledore ne l'accepte pas à Poudlard. Ils avaient l'air de dire que c'est un choix de directeur. Mais Pétunia n'est pas une sorcière, non. Si elle ne va pas à Poudlard, c'est qu'elle n'en est pas une, non. Lily est une émoldue, pas elle. Sinon, Dumbledore l'aurait acceptée. Enfin, il aurait pu l'accepter pour faire le ménage avec Rusard. Elle est aussi sympathique que lui, et a l'air très douée pour ça, vu que l'état impeccable de leur maison. Alors, merci pour ton hibou, Clara. Déjà, c'est quelle émission de France Culture? J'en ai pas entendu parler. Mais ouais, c'est un peu étrange comme théorie. C'est la première fois que j'entends ça, parce qu'on est sûr que Pétunia est sans pouvoir dans une famille de moldus. Donc j'ai du mal à imaginer pourquoi elle aurait eu sa place à Poudlard, parce qu'en plus, elle est même pas une craque-molle. Hein. C'est vraiment une moldue dans une famille de moldus. Donc ouais, j'aimerais bien connaître l'émission de France Culture pour pouvoir l'écouter et voir qui raconte ça. Je crois que c'est plusieurs émissions qu'ils ont fait sur une semaine.
où ils ont des invités différents, donc je pense qu'il doit y avoir quelques émissions. Dans mon souvenir, c'était France Inter, mais c'était de France Culture finalement. Et donc oui, ils ont fait quelques podcasts sur Harry Potter. C'était des émissions radio, mais qui sont écoutables encore en podcast, avec des intervenants qui connaissaient pas forcément par cœur je dis pas que je connais ou que Marina connaît par cœur Harry Potter, mais c'était pas forcément leur spécialité, on va dire. Donc c'est possible qu'ils se soient un peu trompés, parce que oui, Pétunia c'est une moldue, hein. Par contre, c'est vrai qu'elle écrit à Dumbledore pour... Et qu'il refuse d'entrer à Poudlard, mais ce qui est normal, puisqu'elle n'avait pas sa place à Poudlard, étant sans pouvoir... Ouais, et puis c'est même pas une craquemeule, en fait, parce que Ruisard, il est craquemeule. Donc c'est encore pas pareil. Non, là, il n'y a pas de doute sur Pétunia. Et merci Clara, c'est Clara qui nous a envoyé la longue lettre. Donc là, c'est juste une question parmi tant d'autres qu'on a reçues par Clara. Ouais, elle était vraiment très jolie. Et enfin, un dernier hibou de Alex. Dans Harry Potter 3, Lupin explique que personne ne sait à quoi ressemble un épouvantard lorsqu'il est seul. Mais dans Harry Potter 5, à la maison des Blacks, Molly s'inquiète de savoir si c'est un simple épouvantard ou quelque chose de pire dans le bureau. Et elle dit attendre Maugrey pour qu'il y jette un coup d'œil, étant donné qu'il peut voir à travers le bois. Donc Maugrey a vu l'épouvantard sous sa forme normale, non ? Eh bien, merci Alex, ça me rappelle des souvenirs de podcast, parce qu'on avait évoqué ce passage, parce que effectivement Maugrey, il est dans la cuisine, ou je sais plus, dans le salon, et il jette un coup d'œil à l'étage, et il confirme à Molly qu'effectivement c'est un épouvantard. Et c'est à partir de ce moment-là où Molly lui dit je vais m'en occuper, et puis ça a donné la scène dramatique qu'on connaît. Mais donc, à travers son œil magique, oui, Maugrey Folleuil a vu la forme initiale, basique d'un épouvantard. Mais j'ai envie de dire que le secret est mort avec lui, parce qu'on ne saura jamais ce qu'il a vu à travers son œil magique. Il a reconnu un épouvantard, mais à quoi ça ressemblait ? C'est ce que vous avez conclu lors de votre débat, ou c'est une réponse officielle ? Je crois pas qu'il y ait de réponse officielle, tu vois. C'est ce que vous en avez conclu après un débat. Du fait qu'on n'ait pas de réponse, la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse. à moins que J.K. Rowling ait dit quelque chose à ce sujet, mais ça me rappelle rien, honnêtement. Je crois pas qu'elle en ait parlé en interview, sauf erreur de ma part. Je crois pas qu'elle ait évoqué ce que voit Maugrey Folleuil. Mais en tout cas, dans le livre, c'est pas décrit, quoi. Il confirme juste à Molly que c'est un épouvantard. Or, il voit l'épouvantard dans le bureau, quoi. Il est caché, il est invisible. Et donc, à quoi ça ressemble ? Comment il a reconnu que c'était un épouvantard ? Mystère. Mystère et boule de poil. Merci à tous pour vos hiboux, ça nous fait vraiment plaisir. Et comme d'habitude, on ne peut pas forcément tous vous lire, mais on tient quand même à citer un maximum d'entre vous. On pense à Adèle, à Jeanne, Alice, Mathilde, Margot, ainsi que sa petite Lara de 4 ans, à Hélène qui rattrape petit à petit son retard, et pareil pour Maxime. Merci aussi à Floral, à Elodie qui a replongé avec nous dans l'univers d'Harry Potter pendant le confinement, à Clément, à Swazik qui nous écoute en dessinant et dont on a partagé une magnifique illustration sur nos réseaux, à Manu qui a réagi par rapport au couple Neville-Luna, et au double pronom aussi, wink wink, à Sigrid, à Noah de Suisse, à La Palatine, à Constantin, à Jules C qui a réagi par rapport à Rogue, et aussi à Morgane, cette fois c'était sur la loi de Gump. Ah ouais, le moment où on va lire Le Prince de Sang Mêlé, si on arrive jusque-là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats entre nous et les auditeurs qui sont pro-Rogue. Parce qu'on a un avis quand même assez tranché sur Rogue et je pense que ça va pas plaire à tous les auditeurs. Ça divise les fans, encore aujourd'hui. Ouais. Donc si vous souhaitez apparaître dans la volière, envoyez-nous votre hibou en message privé sur nos réseaux ou directement par mail. Pour vous diriger, tous les portes au loin sont disponibles en description. Et si vous nous avez déjà envoyé votre question, ne vous découragez pas surtout, on citera sans doute la prochaine. On remercie chaleureusement Tipeee qui nous a sélectionnés comme créateurs de la semaine sur leur réseau. C'était plutôt une très bonne surprise, donc merci à eux. Si vous nous suivez, vous avez sans doute vu d'ailleurs qu'on a réceptionné nos cartes de visite. Alors on attend encore notre commande d'affiches qui devrait pas tarder et on fera partir des petits hiboux à nos tipeurs du moment. Si vous ne nous soutenez pas encore mais que vous avez envie de le faire, foncez donc vite sur notre page, là aussi le lien est en description.
Au-delà des petites opérations goodies, ça nous permet aussi de mettre de côté dans du matériel et aussi dans de futurs déplacements en convention. Bref, ça nous permet de faire grandir notre petite fréquence pour ceux qui aiment l'écouter. Si vous nous écoutez justement sur Apple Podcast, prenez 2 petites secondes pour nous laisser des étoiles et un commentaire et vous aurez notre reconnaissance éternelle. Et que vous nous écoutiez sur cette appli ou une autre, bien entendu, on vous aime tout pareil. On espère que vous avez apprécié cette émission. En tout cas, Jérémy et moi, on est impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 13, où il va être question d'un certain journal intime. Prenez soin de vous et à très vite. À bientôt.